Excellent. OK, parfait. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi pour une autre activité du RISIC. Alors, je vais juste fermer. OK, ça c'est bon. Donc, je suis Céline Gélina, je suis professeure à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et co-directrice du RISIC. Je suis accompagnée aujourd'hui avec Madame Catherine Amélie Ledoux, qui est coordonnatrice administrative pour le RISIC, ainsi que Robin Kadji, qui est ma coordonnatrice de projet. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter là, nos conférencières, mais quelques petites instructions là, que vous connaissez sûrement déjà. Donc, si jamais vous avez des questions en cours de présentation, on vous invite à utiliser l'option Q&A qui apparaît là, au bas de l'écran pour mettre vos questions. Et puis, on pourra les adresser à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Mesdames Kelly Kilpatrick et Véronique Landry pour ce webinaire sur le développement d'un outil de mesure de la charge de travail avec les parties prenantes, une étude de faisabilité. J'ai juste une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Il faut que je confirme la langue, ce sera pas long. OK. Alors, Madame Kelly Kilpatrick, qui est une de mes collègues à McGill, donc elle est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et elle est titulaire de la chaire de recherche en sciences infirmières et pratiques innovantes Susan Elizabeth French, financée par la Fondation Newton et la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, où elle est responsable de l'axe recherche évaluative et expérience patient. Elle étudie le fonctionnement des équipes interprofessionnelles et les rôles de pratique infirmière avancée, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des soins pour les patients et leurs familles. Chercheuse boursière senior du FRQS, ses travaux de recherche ont influencé l'implantation des rôles de pratique infirmière avancée au Québec et à l'international. Madame Véronique Landry est professeure à l'Université de Moncton et responsable du programme de maîtrise en soins infirmiers pour les infirmières praticiennes. Elle est infirmière praticienne elle-même en soins primaires depuis 2010. Elle combine pratique clinique, enseignement et recherche. Ses travaux portent sur l'optimisation du rôle des infirmières praticiennes avec un projet de doctorat à l'Université de Montréal où elle développe un outil de mesure de la charge de travail des infirmières praticiennes, l'indice de la charge de travail de l'infirmière praticienne. Elle s'intéresse également à la collaboration interprofessionnelle, à l'implication des patients partenaires et à l'amélioration des pratiques professionnelles. Elle a contribué à des projets d'amélioration de la qualité, comme le programme Force et le défi Innovation, favorisant des changements au sein du réseau de santé Vitalité. Son approche vise à renforcer la pratique des infirmières praticiennes et améliorer l'efficacité des équipes de soins. Alors, merci encore à vous deux d'être avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup. Dans un premier temps, moi, je commencerai les premières diapositives de la présentation et Véronique pourra poursuivre avec la portion des résultats. Donc, Véronique, je te demanderai d'avancer la présentation. Donc, on voudrait reconnaître l'équipe de projet que vous voyez là, donc qui inclut M. André Daigle, un patient partenaire, et des collaborateurs dans différentes universités, incluant Éric Chouaquette, qui est à l'Université du Québec en Outaouais. Nous avons eu une équipe extraordinaire qui a participé à l'implantation et d'études de faisabilité, donc des gestionnaires et des infirmières praticiennes spécialisées dans différents milieux, donc pour 3, 6 et CIUS, tant en région urbaine qu'en région rurale au Québec. Donc, on voudrait vraiment reconnaître leur participation extraordinaire.
Merci, Véronique Avancé. Donc, pour vous situer un petit peu par rapport à ce qu'on sait au niveau de la charge de travail et les enjeux au niveau du système de santé, vous avez sûrement entendu tous les enjeux qu'on peut avoir au niveau de l'accessibilité aux soins de santé. C'est un problème qui a été déjà soulevé depuis de nombreuses années, entre autres par l'OMS. On sait également par des recherches qui ont été menées tant ici au Québec qu'à l'international que les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne améliorent l'accès aux soins de santé et représentent une solution à cette problématique-là. Par contre, il y a des enjeux importants d'évaluer la charge de travail de ces intervenantes parce que dans plusieurs cas, il y a beaucoup de facteurs à considérer. C'est complexe, la charge de travail. Il y a tant des éléments qui sont cliniques que non cliniques dans le travail. On peut regarder des choses comme le nombre de patients qui ont été vus, la durée des visites, les caractéristiques des patients qui sont vus, et également la caractéristique des intervenants et le soutien qu'on peut retrouver dans les organisations. Donc, c'est important de regarder tous ces aspects-là quand on veut comprendre la charge de travail pour les infirmières praticiennes pour arriver à avoir une évaluation qui est la plus juste possible. L'enjeu qu'on a au niveau des infirmières praticiennes, c'est qu'il n'y a pas d'outils validés qui existaient et qui sur lesquels on pouvait appuyer nos travaux. Véronique, ça avance. Donc, au niveau des besoins d'information des participants, Mme Landry a mené, comme je disais tout à l'heure en introduction, Mme Génina, a mené une étude au Québec qui a regardé avec les patients, les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne, gestionnaires, médecins et autres membres de l'équipe de soins, les besoins d'information de chacun de leurs perspectives. Donc, on peut s'attendre à ce que chaque groupe a une perspective qui est unique. Mais il y avait également plusieurs points qui se recoupaient. Donc, on retrouvait un consensus parmi les participants que ça prenait vraiment un seul outil pour arriver à mesurer la charge de travail. C'est important de regarder d'autres facteurs au-delà du nombre de patients vus, donc de regarder, par exemple, le type de rendez-vous pour lequel la personne se présente, le nombre d'années d'expérience des PSTL qui étaient en poste, pour également avoir un outil où il y avait des zones, par contre, où on n'avait pas de consensus clair, entre autres au niveau du temps nécessaire pour saisir les données dans l'outil, et également le nombre de jours pour lequel on devait collecter des données pour être capable d'avoir une belle représentation de la charge de travail. Donc, il y avait des discussions à l'intérieur des participants qui avaient répondu à l'enquête de Mme Landry. Donc, entre 2 à 4 semaines étaient les zones qui étaient les plus souvent retenues, mais tout le monde avait un consensus qu'on ne devait pas collecter ces données-là tout le temps. Donc, je vais avancer dans le diapo. Pour les besoins du développement de l'outil. Les données de cette étude-là de Mme Landry ont permis de générer une maquette, donc qui était plus statique, des éléments importants à inclure dans un outil de mesure de charge de travail, qui était l'indice de charge de travail des infirmières praticiennes, l'ICT-IP. Puis, on retrouve dans la maquette, donc, des dimensions tant cliniques que non cliniques du rôle. Donc, non cliniques, on parle d'enseignement, recherche et administration. On retrouve aussi dans la maquette des caractéristiques qui touchent les IDSPL et également des caractéristiques organisationnelles. Les gens se sont positionnés qu'on devait inscrire ce type-là d'informations à une seule fois pour éviter les redondances. Mais au niveau de l'entrée de données, qu'on devrait retrouver également une entrée de données qui était quotidienne, mais facile à faire. Donc, le plus possible de favoriser des menus déroulants pour entrer des données. Et également regarder, par exemple, qu'un outil comme celui-là pouvait permettre éventuellement d'avoir des temps de rendez-vous qui étaient ajustés selon les caractéristiques des patients, l'expérience de l'infirmière praticienne et aussi le soutien offert par l'organisation. Donc, on voulait être capable de retrouver ces différents éléments-là pour faire des ajustements éventuellement au niveau du temps à inclure dans l'outil. Les intervenants aussi nous avaient parlé d'être capable de voir les rapports qui suivaient, donc l'entrée de données, donc des rapports qui étaient générés où tant les décideurs que les infirmières praticiennes pouvaient être capables de voir leur charge de travail, voir le nombre de patients qui étaient vus par l'infirmière praticienne
et également quelque chose qui allait tenir compte des dimensions tant cliniques que non cliniques du rôle. Donc, que tout ça devait être très transparent dans un outil qui serait développé pour adresser des préoccupations au niveau de comment les données pouvaient être utilisées par la suite. Tu peux avancer. Donc, dans le contexte du projet qu'on va vous parler un petit peu plus en profondeur, on voulait regarder la faisabilité d'implanter un outil comme celui-là. L'étude de Mme Landry nous donnait des données très intéressantes pour être capable de développer un outil, mais maintenant, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un outil qui n'est plus statique, mais vraiment en ligne et beaucoup plus facile à utiliser. Donc, c'était vraiment important dans un contexte d'étude de faisabilité, donc de regarder tant la faisabilité, l'acceptabilité que l'adéquation d'implanter des outils comme ça. Et au niveau des auteurs qui ont regardé plus la faisabilité, les gens ont mis beaucoup d'emphase qu'avec des nouvelles technologies, il fallait vraiment porter une grande attention à ces différents aspects-là. Donc, quand on parle de faisabilité, on parle de la perception que la mesure que vous voulez développer qu'elle a des grandes chances de succès. Au niveau de l'acceptabilité, donc, on parle d'une perception que l'innovation, elle est satisfaisante et adéquate et acceptable. Puis au niveau de l'adéquation, donc, il y a une compatibilité entre l'innovation avec le milieu où vous voulez implanter ou encore que cet outil-là a la capacité de résoudre le problème que vous voulez adresser. Donc, on a gardé ces éléments-là en tête pour être capable de développer la suite. Donc, au niveau des objectifs du projet, l'objectif 1 était vraiment d'identifier la façon par laquelle on pouvait prendre la maquette pour être capable de la mettre dans une version en ligne de l'ICT-IP. On voulait tester la version en ligne pour déterminer si c'était faisable et adéquat, d'être capable de mettre ça en place et d'explorer les perspectives des différentes parties prenantes de l'acceptabilité de l'outil. Donc, on a regardé différents professionnels, infirmières, praticiennes, patients et décideurs pour être capable de faire cet exercice-là et vraiment d'avoir un bon tour d'horizon sur l'acceptabilité. Donc, au niveau du devis de recherche, pour l'étude de faisabilité, on voulait tester toutes les méthodes d'implantation qui allaient être utilisées pour l'outil en ligne. On voulait aussi être capable d'appuyer les travaux sur un cadre conceptuel. Donc, il y a Secon en 2017 qui avait développé un cadre qui touchait la faisabilité. Et à la suite du développement du cadre conceptuel, les mêmes auteurs ont aussi développé un questionnaire qui était en cohérence conceptuelle avec le cadre, donc qui était capable d'aller mesurer l'acceptabilité de la part des parties prenantes. Donc, dans un premier temps, pour être capable de mettre l'outil en ligne, il y a eu une première étape où là, activement, pendant 12 semaines, il y a eu des rencontres avec les équipes d'implantation sur les trois sites Celsius, donc, qui se sont rencontrés. On a regardé avec eux comment se déroulait l'implantation, on va vous en parler bientôt. Au niveau de l'objectif 2, donc pour mesurer ce qu'était l'acceptabilité, on a fait un questionnaire, on a demandé aux gens de remplir un questionnaire sur l'acceptabilité de l'outil et on a aussi regardé des extraits, donc de qu'est-ce que l'ICT-IP était capable de produire en termes de rapport. Puis dans un troisième objectif, pour être capable d'explorer les perspectives des différentes parties prenantes, on a fait des entrevues semi-dirigées, donc avec les gens pour être capable d'aller plus en profondeur sur leur perception, donc de l'utilisation de l'outil. Donc, c'était une approche de recherche participative. Tout le monde était volontaire, donc, pour participer au projet. On a eu des rencontres, donc, comme je vous disais, à tous les mois, à toutes les semaines pendant 3 mois avec les équipes, et c'était vraiment pour identifier le plus rapidement possible des défis qui peuvent se présenter et répondre aux enjeux, par exemple, des choses comme des problèmes de connectivité avec l'outil, et aussi conceptuellement pour répondre aux questions qui pouvaient se présenter. Partager les expériences d'entrée de données avec l'outil. Donc, les équipes pouvaient discuter pendant cette rencontre-là de différentes stratégies ou encore de questions qui ont été soulevées au niveau des différents CCCIUS.
puis aussi de valider l'acceptabilité des outils d'implantation. Donc, en cours de route, au fur et à mesure que les semaines ont passé, on a développé vidéos, guides d'utilisateurs, des foires aux questions, et tous ces documents-là ont été remis à jour à toutes les semaines et recirculés aux équipes pour s'assurer que les documents étaient faciles à comprendre, étaient aussi bien utilisables dans leur forme, donc était tant en anglais et en français, là, que les deux formes étaient assez équivalentes et utiles. Donc, l'autre élément qui était à regarder au niveau du questionnaire de faisabilité, donc il y a 47 personnes qui ont répondu au questionnaire. Il y a eu 13 entrevues qui ont été complétées avec les équipes d'implantation et les questionnaires destinés aux patients. Donc, on a eu 424 patients qui ont répondu à ce court questionnaire. Donc, c'est avancé. Donc, je vais céder la parole à Véronique pour qu'elle puisse vous parler beaucoup plus de l'outil et des résultats. Véronique. Donc, ben, merci. Donc, avant, dans le fond, l'étape, c'est qu'il y avait une maquette, un prototype qui avait été développé dans le cadre d'un doctorat. Donc, on a contacté une compagnie, Apoaps. Donc, on avait notre maquette et on a travaillé avec eux tout l'automne pour pouvoir rendre l'outil électronique. Puis voir avec eux, parce que eux, dans le fond, ils savent qu'est-ce qui est plus facile. Ils ont quand même une expertise et un langage aussi qu'on a appris. Puis l'outil a été développé pour les infirmières praticiennes en soins de première ligne. Puis il y a une version également pour les gestionnaires parce qu'ils n'ont pas exactement le même visuel, la même information, parce que le gestionnaire va avoir l'information pour l'ensemble de ses infirmières praticiennes au sein de son organisation. Et on a aussi testé avec des infirmières en santé mentale également. Le lancement a été fait en janvier, donc, puis l'outil est disponible en français et en anglais, donc les gens peuvent changer la langue. Une des choses, c'est que l'information qui est rentrée est disponible uniquement par l'infirmière praticienne, donc les données sont confidentielles, donc sont disponibles par elle et par son gestionnaire. Donc, entre eux, ils ne peuvent pas voir les données de leurs collègues. Donc, un des éléments qui avait ressorti, c'est que l'expérience des infirmières praticiennes influence la charge de travail. Donc, une infirmière novice on ne peut pas s'attendre au même nombre de patients à être vus qu'une infirmière qui a beaucoup plus d'expérience, qui est une experte. Donc, c'était quelque chose qui avait été ressorti. Donc, la première chose, donc, les infirmières doivent rentrer leur profil pour pouvoir identifier, ben, c'est quand est-ce qu'ils ont eu leur permis de pratique comme infirmière praticienne. Est-ce qu'ils ont eu des congés aussi qui influencent le nombre d'années d'expérience et est-ce qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel? Donc, c'est certain que s'ils travaillent à temps partiel, on ne peut pas s'attendre qu'ils aient vu le même nombre de patients dans le cadre d'une semaine, d'un mois, que s'ils travaillent à temps plein. Et le niveau d'expérience, dans le cadre des projets doctoraux, on a été capable d'avoir des consensus. Qu'est-ce qu'on s'attendait? Une novice, c'est quoi? C'est quoi une experte? Donc, on a réussi à avoir les niveaux d'expérience. L'autre élément aussi qu'il faut tenir compte, c'est le contexte de pratique. Les gens nous ont dit, ben, il y a différents éléments du contexte organisationnel qui influencent combien je peux voir de patients. Donc, si vous avez accès à une secrétaire qui va vous aider à faire vos statistiques, vous avez accès à une infirmière qui va des fois débuter l'histoire de soins. Les niveaux de collaboration aussi avec votre médecin collaborateur et dans l'étude doctorale également, on avait ressorti que selon le contexte de pratique, ben ça influence également. Donc, une infirmière en soutien à domicile, on ne peut pas s'attendre qu'elle va avoir le même nombre de patients que quelqu'un qui travaille dans un sans rendez-vous parce qu'il y a du temps de déplacement, la clientèle est différente. Donc, le contexte de pratique, l'organisation influence. Donc, c'est les éléments que les infirmières doivent remplir, le profil et le contexte de pratique seulement une seule fois. Par la suite,
un des éléments qui est ressorti très fort pour l'ensemble des participants lors de l'étude doctorale, c'était le type de rendez-vous. Donc, les types de rendez-vous influencent le nombre de patients pris. Donc, c'est pas tous les rendez-vous qui vont prendre le même temps et le format du rendez-vous. Donc, euh, avant la pandémie, on considérait uniquement dans la RAMQ, les données qui rentrent actuellement, on considérait seulement les rendez-vous présentiels, mais tout ce qui est fait téléphonique, virtuel, n'était pas pris en charge. Or, on a constaté que la COVID a chamboulé les choses, a amené des choses positives, mais également dans une étude temps mouvement qui avait été faite, c'est qu'il y avait beaucoup de consultations qui étaient faites, beaucoup de problèmes qui étaient répondus au niveau téléphonique. Donc, les gens, quand ils ont simplement identifié la journée, d'identifier le milieu d'emblée, le milieu principal va s'inscrire. Donc, d'identifier le format, le type de rendez-vous et les clientèles. Les clientèles, il y a certaines clientèles qui vont prendre plus de temps, qui vont nécessiter plus de temps pour répondre à leurs besoins. Je vous donne un exemple. Une clientèle qui nécessite la présence d'un interprète, mais ça augmente la durée du rendez-vous à ce niveau-là. Donc, fait qu'il y a certaines clientèles qui nécessitent, qui avaient été ressorties, qu'on devrait accorder plus de temps à ce niveau-là. Et le nombre de problématiques qui est abordé dans un rendez-vous. Donc, si on aborde deux, trois problématiques dans le rendez-vous, c'est certain que ça va augmenter la durée des rendez-vous. Finalement, les gens avaient dit, ben oui, on aime ça avoir des chiffres, mais on aimerait aussi avoir si l'infirmière praticienne, les gestionnaires avaient mentionné, ben, s'ils veulent nous signaler, ben, pour quelles raisons, si le rendez-vous-là était lourd ou des éléments, ben, l'infirmière praticienne peut l'ajouter et elle peut ajouter d'autres rendez-vous. Euh, une fois par jour, dans le fond, elle va pouvoir identifier, ben, elle a-tu fait juste des rendez-vous le matin, puis l'après-midi, ben, c'est parce qu'elle avait une réunion administrative ou elle a été faire de la formation, fait qu'elle peut mettre le temps là. Et ce qui avait ressorti aussi, ben, c'était de demander à l'infirmière praticienne, est-ce qu'elle trouve que sa charge de travail est acceptable, adéquate, ou elle se sent submergée. Donc, une fois par jour, elle peut identifier. Finalement, un des éléments qui avait ressorti, pourquoi qu'on devrait développer, c'est de pouvoir avoir une pratique réflexive sur sa pratique. Fait que tout ce que l'infirmière praticienne rentre dans l'outil, ça génère un rapport, des statistiques sur les informations. Donc, elle peut identifier euh, quel type de rendez-vous qu'elle a eu, quel type de clientèle qu'elle a, dans ces rendez-vous, est-ce que souvent c'est plus une problématique, deux problématiques? Est-ce qu'elle avait majoritairement ces rendez-vous en présentiel ou autre? Ces rapports-là sont également disponibles euh, aux gestionnaires. La version du gestionnaire est différente, donc elle a l'ensemble un petit peu tout ce que l'infirmière praticienne a inscrite, ben, ça génère de l'information, mais pour l'ensemble de son organisation. Donc, là, c'est un exemple. Donc, combien qu'elle avait d'infirmières praticiennes dans son organisation, c'est où les lieux de pratique que ces infirmières-là pratiquent. Donc, est-ce qu'ils pratiquent dans un CLSC ou elles pratiquent dans un GMF ou dans un CHSLD? Est-ce que d'autres infirmières praticiennes dans son milieu, est-ce qu'ils ont accès à un dossier médical? Donc, le niveau de collaboration, donc, est-ce qu'elle trouve que avec le médecin, est-ce que le niveau de collaboration est satisfaisant? Puis, est-ce qu'il y a présence, comment il y a d'IP dans son équipe aussi? Donc, l'information qui nous a été ressortie, dans le fond, on avait 3 sites qui ont testé, qui ont testé l'outil à partir de janvier qu'on a piloté. Donc, on avait site 1, 2, 3. Donc, selon les sites, on avait dans un site 24 participants, 27 et 13. Ce qui était demandé, c'était de compléter l'outil pendant 20 jours. Donc, on a vu que
On a perdu quand même des joueurs en cours de route. C'était pas obligatoire, c'était optionnel. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi au-delà du 20 jours. Donc, dans chacun des sites, on peut voir que finalement, les gens ont continué de le compléter même après le 20 jours. Et on avait aussi un questionnaire patient pour voir s'il était satisfait. Puis, ce qu'on s'attendait, c'était à peu près une trentaine de questionnaires patients et on a eu un gros taux de réponse avec 424 questionnaires patients de répondus, de complétés. Donc ça, ça a été un bel élément de surprise. On va vous en parler tantôt. Donc, les résultats de la période de la faisabilité de l'outil, ce qu'on remarque, c'est que 83%, presque 84% de nos infirmières praticiennes passent du temps au niveau de la clinique, donc avec les patients. Donc, examiner le patient, compléter les notes, avec le patient. Par contre, on voit qu'ils ont d'autres dimensions du rôle, comme un volet administration, leadership. Ils collaborent à l'enseignement ou s'auto-forment à peu près autour de 5% et de la recherche, donc basent leurs décisions sur de la recherche et ou participent à des projets de recherche. Donc, on était capable d'identifier le nombre de rencontres par jour par infirmière praticienne. Donc, pour le nombre de saisies au niveau de l'ensemble de nos infirmières praticiennes, on avait une moyenne de 8,3 patients. Donc, on avait un minimum, des fois, c'était un patient, mais parce qu'ils pouvaient avoir fait d'autres éléments, d'autres dimensions dans leur journée. Puis, on voit qu'ils peuvent voir plus de patients dans une journée, tout dépendant. Donc, on a un maximum de 38 avec une médiane de 5. On a été isolés, les infirmières en santé mentale, parce qu'on sait que c'est un rôle qui est différent des infirmières en première ligne. Donc, on voit que le nombre de patients par jour est moindre. Donc, on peut voir que la durée des rencontres est souvent plus longue qu'en première ligne. Encore là, on peut voir qu'il y a un minimum, mais un maximum qui est moindre avec une médiane de 5. L'ensemble des rencontres, incluant les rencontres téléphoniques, présentielles et virtuelles. Un des éléments qui est ressorti, c'est qu'on avait 67% des rendez-vous qui avaient un problème de santé. Par contre, on peut voir qu'il y avait 21% qui avaient deux problématiques qui étaient gérées au sein même d'un rendez-vous et même que trois problématiques, on avait 8%. Et après ça, ben là, on voyait qu'il y a même des rendez-vous qui avaient beaucoup de problématiques, donc qui peut augmenter la durée du rendez-vous. Donc, souvent des patients qui arrivaient, que ça fait longtemps qui n'avaient pas eu ou vu de fournisseurs de soins. Souvent, on dit préparent leur liste d'épicerie, mais dans le fond, il y avait souvent plusieurs problèmes de santé à ce niveau-là. Au niveau de l'acceptabilité, tantôt on avait parlé d'un questionnaire, donc on a 47 personnes qui ont complété, qui ont rempli le 20 jours, après ça, qui ont complété le questionnaire, puis c'était 7 questions. Donc, on évaluait un petit peu l'attitude, comment ils se sentaient face à l'outil. Donc, ce qu'on voyait, c'était un 4 sur 5, donc qui est très bien. Puis, tu sais, si les scores les plus bas, dans le fond, ça représentait une grande acceptabilité. Donc, du point de vue coût, du temps que ça représentait. Donc, en général, l'acceptabilité générale de l'outil était à 4 sur 5. Donc, on peut dire que l'outil a été quand même bien accepté du point de vue des utilisateurs. Donc, les gens, ce qu'ils nous ont dit, c'était que l'outil était convivial, qu'il était facile à remplir, qu'il prenait pas trop de temps. Ça, c'était un élément qui était ressorti beaucoup important lors de l'étude doctorale.
puis qu'on s'est assuré lorsqu'on le développait, on avait toujours ça en arrière de la tête, disait, faut pas que ça prenne trop de temps parce que sinon les gens voudront pas l'utiliser. Et les gens nous ont dit, là, je comprends pourquoi je me sens débordée, mais j'ai une clientèle qui est plus lourde, euh, j'ai plusieurs problématiques au sein même d'un rendez-vous, donc ils pouvaient comprendre pourquoi ils se sentaient débordés. Donc, au niveau de nos résultats patients, le questionnaire, donc une des choses, c'est initialement, lors de la conception, on se demandait si on faisait le questionnaire papier, si on y allait au niveau électronique avec un code QR. Finalement, on a décidé de garder les trois versions. Donc, le papier, que tout le monde connaît, l'électronique qui était avec un lien électronique. Donc, s'il y avait des consultations électroniques, les infirmières praticiennes pouvaient envoyer le lien et un code QR avec des affiches que les gens pouvaient compléter après le rendez-vous. Donc, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que le papier a encore sa place. Mais que l'électronique, les codes QR prennent de l'importance aussi. On peut voir qu'on a eu majoritairement des femmes qui ont complété le questionnaire. Puis on avait à peu près 26% qui avaient 65 ans et plus. Puis on a même regardé aussi si nos personnes âgées, s'il y avait un mode qui avait utilisé plus qu'un autre. Ce qu'on a pu déterminer, c'est que le papier chez les 65 ans avait été plus utilisé. Puis chez les plus jeunes, ben, l'électronique, les codes QR avaient été majoritairement utilisés. Les gens, dans le fond, ce qu'on voulait vérifier, c'était est-ce qu'ils étaient satisfaits de la durée de la rencontre, puis la durée de la rencontre, est-ce que ça fonctionnait, puis est-ce qu'ils étaient satisfaits de la rencontre. Donc, 99,5% étaient satisfaits. Donc, on avait un patient partenaire qui était sur notre équipe, puis qu'il s'est assuré, dans le fond, que les questions qu'on posait aux patients qui étaient compréhensibles, qu'on validait. Donc, on va vous faire entendre André, qui est un de nos patients partenaires, puis un petit peu ses conseils. Fait que je vous laisse avec André. Les patients partenaires ont une riche expérience pour avoir navigué dans le système de soins de santé. Donc, c'est important de les impliquer dans les projets de recherche pour aider à améliorer les soins et la sécurité des soins. Pour ma part, en étant impliqué dans le programme de formation IP à l'Université de Moncton, ça m'a donné un peu l'expérience de connaître comment ça fonctionne avec les IP. Et aussi, en ayant une IP pour mes soins de santé, je comprends, ça m'aidait beaucoup, disons, à embarquer dans ce projet-là. Aussi, mes formations antérieures sur l'importance pour les patients partenaires et comment participer à des projets de recherche, ça m'avait beaucoup aidé aussi. Et des projets antérieurs auxquels j'ai participé ont fait que je me sentais stimulé à embarquer dans ce projet. Pour un patient partenaire, ça peut être assez intimidant d'arriver dans un projet de recherche, une équipe de recherche expérimentée. Donc, c'est sûr que pour ma part, il y a eu une réunion d'accueil où les gens impliqués dans l'équipe de recherche étaient tous là et j'ai dénoté beaucoup de complicité dans leur équipe. Et ils m'ont vraiment bien accueilli, ils m'ont expliqué mon rôle, qu'est-ce qu'était le projet et tout ça. Et ça m'a vraiment valorisé et je me suis senti capable d'embarquer dans ce projet-là. Aussi, c'est important quand même de s'assurer de soutenir les patients partenaires à travers de ce parcours-là parce qu'ils sont moins habitués un peu à ce monde-là, disons. Donc, une fois de temps en temps, c'est sûr de revoir avec lui comment ça va, c'est toujours bien. Aussi,
Euh, c'est important, je pense que de rémunérer le patient partenaire pour son apport, disons, c'est stimulant aussi. Donc, peut-être aussi un élément d'avoir un patient partenaire, ça nous permet de ne pas oublier notre patient tout au long du projet. Donc, regardez cette- donc des ajustements. Suite à cette étude-là, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Une des choses qu'on a développé des tutoriels, des vidéos pour euh, on a pour nos utilisateurs. Dans le fond, on a clarifié des définitions. Les gens disaient, ben, c'est quoi? Ça veut dire dimension clinique. Qu'est-ce qu'on inclut dans dimension d'enseignement? Donc, on a clarifié les définitions. On a développé une foire aux questions. C'est quoi les questions qui revenaient le plus souvent? Fait qu'on a développé ça. Euh, Par exemple, les gens disaient, ben, c'est quoi une clientèle en situation de vulnérabilité? Ben, on a défini, on l'a clarifié. Donc, c'est avec les commentaires de nos équipes d'implantation à chaque semaine qui nous revenaient où étaient euh, les bugs, qu'est-ce qui était facilitant, ça a-tu bien été. Fait qu'au début, les rencontres étaient un petit peu, il y avait plus d'éléments, mais à chaque semaine, on arrivait avec qu'est-ce qui nous avait ressorti, puis on améliorait. Des modifications à apporter ultérieurement. Donc, les gens nous ont dit, ben, accès adapté sans rendez-vous, on devrait les séparer. Puis dans le type de rendez-vous, les gens nous ont dit, ben, il faudrait avoir un suivi de résultats, un rendez-vous pour remplir des formulaires des fois qu'on retrouve. On devrait également retrouver un no-show, un patient qui ne s'est pas présenté mais qui était supposé venir parce que ça l'arrive. Et les nombres de problématiques, ben, peut-être faire une catégorie 4 et plus. Donc, au lieu de jusqu'à 10, là, donc 4 et plus, donc les regrouper ensemble. Donc, nos résultats préliminaires, dans le fond, qu'il est facile à utiliser, il prend peu de temps. Les gens nous ont dit que ça allait bien, qu'il prenait peu de temps. Il permet quand même de comprendre les facteurs qui influencent la charge de travail des infirmières praticiennes en soins de première ligne. Puis on voit que tout dépendant du type de rôle, on a vu une distinction entre les infirmières en santé mentale. Ça va pouvoir offrir une plus grande équité dans l'allocation des ressources, puis répartir la charge de travail. Puis, le nombre de patients est au-delà de nos attentes. Dans le fond, on a été surprise. Puis, dans le fond, les patients, la population veulent améliorer, veulent être impliqués pour améliorer notre système de santé. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier des inclure, puis d'aller chercher leur perception, puis de les inclure dans nos projets de recherche. Donc, les pistes de recherche futures vers où qu'on veut s'en aller. Donc, dans le fond, on voudrait l'implanter dans d'autres juridictions, donc dans d'autres provinces canadiennes pour voir, ben, au niveau systémique, y a-t-il des choses au niveau législatif qui influencent la charge de travail? On veut explorer aussi, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans d'autres spécialités, dans d'autres professions? Puis on va examiner le lien entre la charge de travail et les résultats de soins de patients. Là, on a fait un court questionnaire avec nos patients, mais d'aller identifier avec des outils qui ont mesuré, ben, c'est quoi les facteurs qualité de soins. Donc, faire le lien avec la charge de travail. Donc, si on augmente beaucoup la charge de travail, est-ce que ça a une influence sur la qualité des soins pour nos patients? Donc, je pense qu'on voudrait remercier tous ceux qui ont participé, qui nous ont facilité au déroulement, les gens qui nous ont aidés financièrement au projet de recherche, le RISIC, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on est disponible si vous avez des questions, puis ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup à vous deux pour cette belle présentation. C'était très bien présenté. Le visuel était vraiment excellent également. Je vais aller dans l'option de questions, voir ce qu'on a quelques questions là, de nos participants là, qui entrent au fur et à mesure.
Donc, je peux y aller avec la première question ici. Dans le fond, c'est de savoir si vous avez départagé ou distingué dans l'outil le type de rendez-vous, si c'était en personne versus par téléphone, en lien avec le nombre par jour en moyenne. Donc, est-ce que vous avez distingué les types de rendez-vous là, dans l'outil là, pour le calcul de la charge de travail? Veux-tu répondre, Kelly? Vas-y, Véronique. Ben oui, on peut le faire. Dans l'outil, on est capable de distinguer, ben, si j'ai une moyenne de 10 rendez-vous, j'en ai tant qui sont vus en présentiel, en téléphonique ou en virtuel. Fait que oui, l'outil permet de pouvoir distinguer le format des rendez-vous. Donc, puis dans mes études doctorales, ce qu'on a été capable de déterminer dans le temps de mouvement, c'est qu'une consultation euh, téléphonique prend beaucoup moins de temps qu'une consultation en présentiel, mais qui est pertinent parce qu'il répond à un besoin. Je pense que euh, oui, si on fait que des consultations téléphoniques, virtuelles, on peut en faire plus que si on les voit juste en présentiel. Donc, un mélange des deux, de pouvoir reconnaître les différents formats, je pense que c'est important. Euh, Une autre question en lien avec est-ce que ça fait partie des plans, par exemple, là, d'évaluer l'implantation pour des IPSSA en clinique ambulatoire? J'imagine que le contexte aussi va avoir un impact sur la charge de travail. Donc, parce que ça a été Peut-être développé. Oui, vas-y. Peut-être par rapport au rôle en clinique ambulatoire, il y a probablement beaucoup de ressemblances avec des caractéristiques qu'on a énumérées dans l'outil, mais il faudrait s'assurer de refaire l'exercice que nous, on avait fait au tout début, que de faire de l'observation avec les infirmières praticiennes, peu importe la spécialité ou le milieu, pour qu'on soit sûr d'avoir les bonnes activités identifiées dans Hmm. l'outil. Pour là, on a un lien qui est beaucoup plus clair entre ce qu'on pense qu'on mesure et ce qu'on mesure vraiment réellement. Fait que les stratégies qu'on a utilisées pour le développement au niveau première ligne et aussi on voit qu'on a été capable de collecter des données différentes au niveau des SPS pour santé mentale, mais Hmm. le même questionnement va se poser. Il faut s'assurer d'avoir une base très solide pour être capable de dire, ben là, on peut passer à l'étape suivante que d'essayer de structurer cette collecte-là au niveau des CPSSA, et ça, peu importe la spécialité. Mhm. Ben, comme dans les standards au niveau du développement d'instruments de mesure, le contexte nécessairement a un impact hein, sur le contenu de l'outil puis des résultats qu'on en obtient, là. Donc, j'imagine que avec le déploiement aussi du rôle de l'infirmière praticienne au Québec, ben, il y aura sûrement des possibilités d'adaptation dans différents contextes de soins. Oui, oui, c'est bon. Bon, alors ça rentre. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de bravos. Merci, beau projet. Donc, très apprécié là, de nos participants. Euh, que c'était attendu, hein? Ce type d'outil-là était attendu. Que ça répond à un besoin là, qui est vraiment important là, puis avec un impact. Euh, J'ai une question par rapport, bon, quand l'outil sera-t-il disponible? Donc, je sais pas, là, au niveau de l'accessibilité de l'outil, est-ce les gens vous contactent directement? À ce point-ci de son développement, il y a encore des choses à améliorer, il y a d'autres travaux à être faits, là. Il n'est pas encore disponible au grand public. On essaie, on tente d'avoir des subventions additionnelles là, pour continuer à le, à l'adapter pour qu'il soit disponible de façon plus large, parce que là, actuellement, il est encore sous le giron de la compagnie avec qui on l'a développé. Donc, ça sera, on espère d'ici une autre année ou deux de développement, donc on va être capable de passer à une version que là serait autonome et en ligne pour être capable de faire, de continuer à travailler avec l'outil de façon beaucoup plus proactive à ce moment-là.
Moi, j'aurais une question pour vous en lien avec la durée. Ben, dans le projet, là, les participantes devaient utiliser l'outil pendant 20 jours ou plus. Ben, c'est ce qui était recommandé. Pourquoi 20 jours? Ben, c'était dans le projet doctoral. Dans le fond, les gens ne OK. voulaient pas l'utiliser sur une base quotidienne. Donc, ils ne voulaient pas le remplir à l'année, Hmm. mais ils voulaient faire un bloc. Puis, on n'arrivait pas à identifier ce qu'il y avait. On n'a pas eu un consensus, mais les gens disaient 2 ou 4 semaines. Donc, nous, on s'était dit, ben, on va le faire 20 jours, donc c'est un mois. On est allé avec le plus long pour voir est-ce que les gens trouvent ça trop long, 4 jours, mais est-ce que ça représente leur pratique? Donc, quand ils rentrent pendant, dans le fond, un mois, les données, est-ce que ça représente leur pratique? Donc, ça nous permettait de voir, ben, est-ce que le 4 semaines tient la route? Est-ce qu'il en faut plus? Fait qu'on a vu quand même qu'il y a des gens qui ils ont continué de le compléter. Fait une des choses, ils voulaient pas que ça prenne, les gens avaient dit dans le projet doctoral qu'il fallait pas que ça prenne trop de temps. Donc, ça démontre que ça devait pas prendre trop de temps, ce niveau-là. Puis le 4 semaines, les gens s'entendaient pour dire que ça donnait quand même un beau portrait. Puis que 2 semaines auraient été trop court, parce que des fois, il peut arriver une journée, quelque chose qui est extraordinaire, ou le un mois donnait plus un bon portrait. Hmm. Puis, ce serait quoi les recommandations là, de, de redébuter, dans le fond, à le compléter, là? Est-ce qu'il y aurait, vous auriez des recommandations à cet effet-là? Les, dans le projet doctoral, qu'est-ce qui avait ressorti, c'était qu'on devrait l'utiliser au moins une fois par année. Puis souvent, c'était au niveau lors de l'appréciation annuelle. Puis lorsque des changements de niveau d'expérience. Donc, pour voir, donc quand on passe d'une novice à une débutante, d'une débutante à une compétente, d'une compétente à une experte, on devrait refaire l'exercice également. Fait que c'était ces deux éléments-là qui avaient ressorti euh, actuellement. Mais tu sais, je pense qu'il y a encore d'autres pistes, d'autres projets pour peut-être bien venir raffiner l'outil comme tel, là. Ben, merci. Je vois d'autres questions qui rentrent en discutant. Donc, est-ce que il y a possibilité de faire la distinction entre un patient qui est déjà connu de la clinique ou de l'IBS d'un patient qui vient du guichet d'accès, là, le GAP? Oui. Ben, dans les types de rendez-vous, ça avait été, c'est une belle question. Dans les types de rendez-vous qui avaient été déterminés, donc si c'était un nouveau patient, une prise en charge, on considère que c'est un rendez-vous qui va prendre plus de temps que si c'est un sans rendez-vous ou un patient pour un suivi de maladie chronique. Donc, il y a un peu cette distinction-là, mais encore peut-être qu'il y aurait place à ajouter. Mais on le fait cette distinction-là dans les types de rendez-vous. Il y a certains types de rendez-vous qui prennent plus de temps. Donc, un nouveau patient prend plus de temps qu'un patient qu'on connaît déjà. Et je donne toujours cette, puis là, je donne toujours la distinction quand que vous allez chez la coiffeuse, quand vous prenez un rendez-vous, elle vous demande pour quelle raison vous voulez. Est-ce que vous voulez aller pour une coupe de cheveux ou vous voulez aller pour une teinture? Puis moi, ben, ma coiffeuse, elle ajuste en fonction. Fait qu'elle va me mettre plus de temps pour une teinture que pour une coupe de cheveux. Mais en santé, on fait pas cette distinction-là. On met tous les rendez-vous à une demi-heure, à 20 minutes. Ben, c'est peut-être pour ça que des fois, il y a des rendez-vous, on pourrait peut-être en voir plus, puis il y a peut-être des fois que les patients attendent 2 heures dans la salle d'attente, puis c'est parce que l'infirmière, ben, a pris du retard parce que le rendez-vous prenait plus de temps, a pris le temps de répondre à l'ensemble des besoins, des problématiques du patient. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Puis les patients, là, attendent 2 heures dans une salle d'attente, c'est pas ça qu'ils veulent. Hmm. Puis un des éléments qui était ressorti fort chez les patients aussi, c'était de dire, ben, euh, si ça me prend 2 mois avant d'avoir un rendez-vous pour voir mon infirmière praticienne, c'est peut-être que sa charge de travail est trop élevée pour sa disponibilité. Donc, il faudrait peut-être regarder cet élément-là. Puis, ben,
faut s'assurer aussi, les patients nous avaient dit, ben, il faut s'assurer que sa charge de travail est acceptable pour pas l'épuiser, parce qu'il dit, je serai pas plus avancée si mon infirmière praticienne tombe malade. euh, je me retrouve avec plus de fournisseurs, puis là, j'aurai plus d'accès à des soins de santé. Donc, les patients étaient très sensibles à s'assurer que leurs fournisseurs de soins de santé soient en forme, soient en santé, qu'ils aient encore le sourire quand ils arrivent chez eux. Hum, effectivement. Vous avez eu une réponse très, très élevée là, du côté des patients, là. Puis bon, vous avez aussi mentionné là, qu'il y avait différentes options là, pour compléter le questionnaire pour les patients. Euh, est-ce, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui ont encouragé les patients à répondre au questionnaire? Ben, je peux peut-être prendre la question je pense que il y a en partie le comment on a posé les questions. Là. Il y avait que 4 questions à répondre. C'était très facile de participer. Il y avait différents moyens pour le faire. Ça, je pense que ça a été très Hmm. positif. Mais ce qu'on a entendu aussi quand les gens nous faisaient une livraison de questionnaire papier, c'était beaucoup que les patients voulaient participer, voulaient s'exprimer, puis voulaient contribuer dans la mesure du possible à améliorer les services. Donc, il y avait une grande préoccupation d'être capable de s'exprimer par rapport à ce qui fonctionnait bien, mais des fois, ce qui ne fonctionnait pas très bien. Là, c'est sûr que là, dans le contexte de l'étude, les réponses ont été extrêmement favorables en fonction de la durée de la rencontre, puis est-ce qu'ils étaient satisfaits de la durée de la rencontre. Fait que, je pense que ça en dit long sur leur besoin de s'exprimer par rapport à des soins qu'ils reçoivent pour lesquels ils sont contents. Donc, je pense que tout ça ensemble, et c'est vrai dans toutes les régions où on a implanté, autant en région rurale qu'en région urbaine, il y avait aussi des milieux qui avaient des clientèles qui étaient très défavorisées, avec beaucoup de facteurs de vulnérabilité. Donc, eux aussi ont tenu à participer. Et je pense que ça en dit long sur ce besoin-là pour les patients d'être inclus dans l'évaluation du système. D'avoir cette voie-là. Dans vos 3 sites, là, il y avait combien de sites urbains versus en région? Il y avait un CIUS qui était, ben, c'est 3 CIUS, là. Il y avait plus qu'un OK. site dans le fond proprement dit. Fait qu'il y avait un CIUS qui était très rural, un qui avait un mélange rural et urbain et un qui était très urbain. OK. Donc, au niveau de la représentativité, là, c'était bien Oui, comblé. oui, oui. Excellent. Ben, écoutez, un gros merci pour cette présentation encore. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Je vois pas vraiment d'autres questions dans le chat. Donc, on pourrait clôturer l'événement d'aujourd'hui. Et puis, en fait, j'aimerais aussi vous informer du prochain webinaire qui aura lieu le 26 février prochain. Donc, c'est dans un mois. Et c'est un webinaire qui porte sur l'évaluation des facteurs liés à la mise en œuvre d'une pratique innovante en santé et qui sera animé par Madame Gabrielle Chicoine. Donc, comme à l'habitude, les événements sont annoncés sur notre site web et on vous invite à vous inscrire via le site. Donc, encore un grand merci à tous et à toutes pour avoir été des nôtres aujourd'hui et merci encore à nos 2 conférencières aujourd'hui. En vous souhaitant une belle fin de journée, tout le monde.